Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission H comme hémicycle. La tribune de la représentation nationale reçoit sur ce plateau Mohamed Moussine Adam. Il est président de la commission Affaires étrangères et coopération internationale. Il sera question au cours de cette émission du décryptage de la loi portant statut de la police nationale. Bonsoir. Bonsoir. Oui, lors de débats sur le portrait sur la loi portant réforme de la police nationale, les débats, monsieur le conseiller, ont pris l'allure d'une interpellation du ministre de la Sécurité publique. Les conseillers nationaux, vos collègues conseillers nationaux ont eu à tirer à bleu rouge sur la police nationale. Donc, nous faisons le devoir de vous faire suivre la réaction de vos collègues conseillers nationaux lors de l'examen et de l'adoption de la loi portant le statut du personnel de la police nationale. C'est impensable. Pour entrer dans le corps, comme je l'avais dit, il y a un certain nombre de critères qui sont définis. Moi, je suis du corps financier. Quelqu'un, un policier, ne peut pas directement être reversé dans le corps financier comme ça. Il doit passer par un certain nombre d'étapes. Mais quelqu'un qui n'appartient pas au corps, qui n'est pas entré dans le corps et qui ne peut pas entrer dans le corps, cette personne, à travers un pouvoir discrétionnaire, on dit qu'il est bombardé à une grade supérieure, au niveau de la police. Ça, c'est impensable. La formation de la police, à mon avis, reste à l'étape initiale. En ce sens que, à part la formation que les agents ont réussi après leur, je ne sais pas, après leur entrée dans le corps de police, c'est comme si cette formation suffisait. D'abord, pour moi, il faut une formation continue. Une formation continue qui permet aux agents de bénéficier des niveaux qui doivent s'adapter avec les réalités de l'air. Surtout le cadre actuellement le cadre de transition. Tant que la police n'a pas de moyens matériels, financiers et humains appropriés, on ne peut plus parler de la police. Aujourd'hui, les policiers au rond-point sont décriés, tout ça. Si les fonds spéciaux adéquats qui sont affectés, le carburant est là, il y a des moyens roulants, ils ont des pertes, ils ne vont pas demander les 1000 francs, les 2000 francs de nos concitoyens, ils ne vont pas demander. Après avoir suivi la réaction de vos collègues conseillers nationaux, alors quel commentaire faites-vous par rapport à toutes ces allégations portées contre les agents de la police? Si aujourd'hui la police se comporte mal, eh bien, il y a des causes. Il faudrait se poser la question pourquoi la police se comporte mal. Il y a des causes qui sont sous-jacentes à cela. Bien, avant de revenir sur ça, je voudrais dire quelque chose. Il faudrait d'abord dire que la police au Tchad travaille dans des conditions extrêmement difficiles. Extrêmement difficiles dans ce sens où la police, elle est en sous-effectif. Si on prend le nombre de la population tchadienne, si on prend l'effectif de la police, eh bien si on fait les ratios, eh bien elle est en sous-effectif. Malgré qu'elle est en sous-effectif, en plus elle travaille dans des conditions extrêmement difficiles. Tous les moyens ne sont pas mobilisés afin qu'elle puisse atteindre ses objectifs. Ça, c'est une des choses qu'il faudrait bien le souligner. Mais le comportement de la police dans notre société, eh bien, il faudrait les dénoncer. Il faudrait les dénoncer. Non seulement les policiers se comportent mal, mais aussi les instances dirigeantes de ce corps adoptent des attitudes qui n'est pas de nature à favoriser le professionnalisme de ces policiers sur le terrain. Lesquels, par exemple? Le recrutement numérique. Si on prend l'exemple ne serait-ce que de remplacement numérique, ce que je veux dire, la police a terni ou bien a perdu sa crédibilité à travers cette pratique. Aujourd'hui, n'importe quel responsable, quand on lui confie la tête de la police, eh bien, il se permet de recruter des gens, des vendeurs de têtes, des cireurs de chaussures à la police, alors qu'ils n'ont pas le profil requis. Imaginez un seul instant. D'un côté, il y a des policiers qui sont professionnels, qui sont sortis des écoles
de formation. De l'autre côté, on recrute les ratés de la société dans le corps. Et ces ratés aujourd'hui sont plus nombreux que ceux qui ont fait effectivement l'école. Donc à ce niveau, eh bien, la police est devenue, comme je l'ai toujours dit, est devenue un dépotoir, un fourre-tout. Ce sont les ratés de la société qu'on le reverse à la police. Imaginez un instant. Il y a des policiers, il y a des gens qu'on le propulse directement contrôleur de police, alors qu'ils n'ont rien à foutre avec la police. Eh bien, à ce niveau, alors que de l'autre côté, il y a des policiers qui ont fait carrière, parce que la police est un corps, on fait une carrière à la police. Et même ces policiers qui font carrière à la police, je peux dire, même dans leurs rêves les plus fous, ne peut pas oser devenir le contrôleur de police. Alors que de l'autre côté, on propulse des analphabètes, des ignorants à la tête de la police. Mais il y a un problème à ce niveau. Comment peut-on professionnaliser un corps avec des analphabètes? Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et si j'ai suivi la réaction de mes collègues, eh bien c'est tout à fait normal. Parce qu'ils n'ont fait que décrire ce qui se passe dans notre société. Et il faudrait que cela doit changer. Nous avons dit au ministre que cela doit changer. Et peut-être c'est un début. Avec le temps, je l'espère bien, je suis optimiste. Peut-être avec le temps, les choses vont changer. Oui, étant d'abord policier, curieusement aujourd'hui on vous retrouve à l'enseignement supérieur. Est-ce que c'est cette injustice-là qui vous a amené à quitter la police pour vous retrouver à l'enseignement supérieur? Naturellement. Naturellement. J'étais un policier de formation. J'ai fait mes études. Et quand j'étais dans le peu de temps, durant le peu de temps que j'ai passé à la police, eh bien, j'étais jamais exploité. La police n'a jamais su profiter de mes peu de connaissances que j'ai. J'étais sous le limier, j'ai passé tout mon temps sous le limier. Alors que on voyait des personnes qui, à peine il peut te faire une phrase en français, qui sont propulsées. À peine il peut te faire une phrase qui sont propulsées et qui sont responsabilisées. Et c'est par rapport à cela, j'ai dit, mais en tout cas, je ne peux pas continuer à rester ici. Entre-temps, je faisais mes vacations dans les universités, dans les instituts. Et comme le texte me permet, eh bien, j'ai décidé de quitter la police pour aller à l'enseignement supérieur. Et comme un adage qui dit, un bon jour ne manque pas d'équipe. J'ai décidé de quitter la police pour aller embrasser l'enseignement. Et je voulais naturellement dans l'enseignement supérieur. En revenant par exemple sur les différentes interventions de vos collègues conseillers, ils ont particulièrement aussi insisté sur la formation. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce qui manque à nos policiers en termes de formation? Pour professionnaliser la police, eh bien, il faudrait qu'il y ait des formations. Il faudrait créer des écoles de formation supérieure de police, ne serait-ce des gardiens de paix comme ce qu'on a actuellement à Koundoul. Mais il faudrait aussi des écoles supérieures qui puissent former, recycler les agents. Mais si la plupart, si vous faites une statistique de l'effectif de la police, sans exagération, je peux dire 60% des policiers, eh bien, ont un niveau douteux. Mais comment avec ces personnes vous pouvez les professionnaliser? C'est un peu difficile. On peut professionnaliser que c'est lui qui est instruit. Sous d'autres cieux, monsieur le conseiller, quand un policier vous arrête, il décline son identité avant de vous notifier votre infraction. Mais malheureusement, dès qu'on vous arrête, soit directement sur la clé de votre moto, soit la clé de votre voiture, on a vu même des responsables, des personnalités être humiliés par les policiers. Alors, qu'est-ce qui explique ce manque de professionnalisme-là? Ce manque de professionnalisme résulte du fait qu'on recrute des personnes qui ne sont pas formées. C'est toujours, on revient sur le problème de remplacement numérique. C'est toujours ça. On recrute des personnes à qui leur souci, c'est de faire de l'argent. Prenons le cas, par exemple, du BSR, les brigades de circulation routière. Ailleurs, quand un policier est affecté à la circulation routière, c'est une punition. C'est une punition. Mais au Tchad, quand un policier est affecté à la circulation routière, eh bien, ce qu'il va imaginer, c'est comme une promotion. Parce que c'est juste pour aller arnaquer les paisibles citoyens. Arnaquer les paisibles citoyens. Et cette arnaque, ça se fait au nez et à la barbe de tout le monde. Au nez et à la barbe de tout le monde. Personne ne veut le dénoncer. Imaginez un seul instant un camion qui quitte le lac Tchad,
qui amènent des marchandises pour approvisionner la capitale N'Djamena. Dans chaque carrefour, ces camions est tenu d'arrêter, payer quelque chose aux policiers avant de continuer. Personne n'ose le petit doigt pour dénoncer ou bien pour rappeler à l'ordre ces policiers-là. Donc, les gens croient que quand on est à la police, eh bien, c'est pour se faire de l'argent, en arnaquant les paisibles citoyens. Et là aussi, il faudrait que les choses doivent changer, que cela puisse s'arrêter. Si aujourd'hui le prix des marchandises se fait un peu plus cher, eh bien cela est dû au fait, d'une manière directe ou indirecte, au comportement de ces policiers-là même qui arnaquent les commerçants. Imaginez, quand je prends l'exemple du lac Tchad, aujourd'hui dans nos marchés, beaucoup de produits proviennent de cette région. Et si on les arnaque, eh bien le commerçant n'hésite même pas à ajouter sur le prix pour que le consommateur puisse supporter la charge. La population n'a-t-elle pas une part de responsabilité dans cette chaîne de corruption où, quand on arrive quelque part, il faut d'abord donner l'argent? Je ne peux pas dénoncer? Non. La chaîne de responsabilité est établie. Moi, j'accuse la police, les policiers. Vous êtes en tant que professionnel, quand on vous tend quelque chose, si vous avez refusé, il va vous obliger. Il ne va pas vous obliger. Et quand vous tend quelque chose en tant que professionnel, eh bien, d'abord, vous devrez le poursuivre pour tentative de corruption, en tant que professionnel. Mais si vous êtes tenté aussi par le gain, dès qu'il vous tend, peut-être l'initiative même vient de la police. C'est aux policiers qu'il propose même. Il paraît qu'il y a un montant à payer quand on vous arrête. Donc, la corruption en tant que telle fait partie de la nature humaine. C'est le degré de corruption qui varie d'une personne à une autre. Toute personne est corrompue par définition. Un policier gardien de la paix, il a au moins plus de 170 000 francs le mois. Et comment il se retrouve encore sur le rond-point en train d'arnaquer la population? Avec 150 000, qu'est-ce que tu peux faire dans cette ville avec la charité de vie? Où vous êtes locataire, vous avez 5-6 enfants inscrits à l'école, où le sac de riz coûte à peu près 26 000. Mais est-ce que vous pouvez tenir le coup avec cela? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je trouve que si on veut professionnaliser, eh bien, il faudrait rehausser le traitement des policiers. Rehausser significativement. Afin que, par rapport au coût de vie qu'on mène dans notre pays, eh bien, ils puissent être à l'abri des besoins. Mais quand vous gagnez 100 000, 150 000, vous n'êtes pas à l'abri des besoins. Quand vous n'arrivez pas à joindre le deux bouts, eh bien, vous serez naturellement tenté. Si c'est un policier qui gagne 150 000, si vous lui donnez le 1/3 de son salaire pour qu'il puisse fermer les yeux sur une situation, il ne va pas hésiter, parce qu'il est dans le besoin. Il sait que les 150 000 qu'il perçoit ne peut pas lui permettre de joindre le deux bouts. À 20 jours, il est déjà à court d'argent. Et si vous lui proposez le 1/3 de son salaire, eh bien, naturellement, il va prendre. Malgré que vous ayez des dispositions de loi les plus contraignantes, eh bien, il sera toujours tenté. C'est dans la nature humaine. Vous avez eu à adopter et examiner et adopter la loi portant réforme de la police nationale. Est-ce que vous pouvez nous parler des grandes articulations? Quelles sont les innovations contenues dans ce nouveau instrument juridique? Naturellement, le présent projet de loi portant statut général du corps de la police nationale consacre quelques innovations par rapport à l'ordonnance numéro 015/2011 du 1er mars 2011. Parmi les innovations, on peut citer 5 innovations majeures. D'abord, en premier point, nous pouvons parler de l'érection du grade de commissaire divisionnaire. Avant, cette appellation n'existait pas dans l'ordonnance 15. Donc ceci permettra, si on adopte ce projet de loi, aux commissaires divisionnaires qui ont atteint le tableau d'avancement et qui sont encore effectifs, eh bien, de bénéficier de faire carrière. La deuxième innovation, je le disais tantôt, eh bien, concerne l'appellation de contrôleur de police. Dans le projet de loi, eh bien, l'appellation contrôleur de police a été supprimée pour le remplacer avec le titre de grade de général de police. Donc, on a de grade général de police de premier grade, général de police de deuxième grade, de général de police de troisième grade. La troisième innovation qu'on peut citer dans le présent projet de loi résulte de la suppression des grades suivantes. Et c'est là pour des raisons financières.
le gardien de paix major, ce grade a été supprimé, le gardien de la paix principal, l'officier de police de 2e grade, tous ces grades ont été supprimés. On n'a laissé que deux grades comme appellation, gardien de la paix et officier de police. Là, c'est une innovation. La 4e innovation, je vais dire par là, concerne le recrutement à la police elle-même. Donc désormais, s'il faut intégrer ces corps, eh bien, il faudrait être nanti d'un certain nombre de diplômes. Par exemple, pour entrer en qualité de grade de la paix, gardien de la paix, eh bien, il faut avoir le brevet, au minimum le brevet. Pour être inspecteur de police, eh bien, il faudrait avoir au minimum le bac. Pour être un officier de police, eh bien, il faut avoir au minimum un bac plus 2. Et pour être un commissaire de police, eh bien, il faudrait avoir au minimum une licence. Donc voilà les innovations qu'on peut retrouver dans le présent projet de loi en ce qui concerne les innovations. Et la dernière innovation concerne les ayants droit de contrôleurs de police. Eh bien, à travers ces projets de loi, eh bien, les ayants droit peuvent bénéficier des avantages liés au capital décès de leurs parents et reconversion de pensions qui peuvent bénéficier de cela. Donc par le passé, dans l'ordonnance 015, eh bien, cet avantage n'a pas été retenu. Et à travers cela, eh bien, les ayants droit de contrôleurs de police décédés, eh bien, ils peuvent bénéficier de ces avantages sociaux. Donc, à travers ces différentes innovations, vous estimez que ceci pourra déjà apporter une valeur ajoutée dans la réforme de la police nationale? Bien sûr, bien sûr. C'est un texte de plus qui peut révolutionner un tant soit peu, je dis bien un tant soit peu, la carrière de nos policiers. Oui, au-delà de cet instrument juridique portant réforme de la police nationale, vos collègues conseillers ont aussi insisté sur le code de la police nationale. Qui vient chercher sur le code et quelle est donc son importance pour un corps comme la police, naturellement, le code de la police? Pour un corps comme la police au Tchad, il faudrait avoir un code. Un code, c'est tout à fait normal. Parce que ça, c'est une loi, un projet de loi. Après, si on adopte le code de la police, eh bien, ça va englober encore d'autres aspects. Donc, c'est beaucoup plus général. Il faudrait savoir que beaucoup de pays limitrophes à notre pays disposent des codes de la police. Et quand on parle de code, eh bien, c'est un instrument juridique qui a une valeur beaucoup plus étendue qu'une loi. Une valeur beaucoup plus étendue qu'une loi. Donc, si on émet le vœu à ce que la police soit dotée d'un code de la police, eh bien, c'est tout à fait normal. Ça ne fait que agrémenter l'environnement juridique qui régit le corps de la police dans notre pays. Donc on n'a pas un code jusqu'à présent, la police n'a pas un code? N'a pas un code. On a juste le code de la déontologie. Au Tchad, on a le code de la déontologie de la police, mais pas un code général. Donc il faut faire la différence entre un code de déontologie et un code général. Et que dit ces codes de déontologie? C'est juste comment se comporter, comment exercer votre fonction, comment être vu dans la société, c'est juste ça. En parcourant cet instrument juridique, en parcourant ces projets de loi portant réforme de la police nationale, l'accent a été particulièrement mis sur le mariage du corps de la police. C'est-à-dire qu'il ou elle doit informer son chef hiérarchique avant de contracter un mariage. Pourquoi un policier ou soit une policière doit d'abord informer son corps hiérarchique avant de contracter tout projet de mariage? Moi, personnellement, j'ai demandé au cours des débats à ce qu'on doit retirer cette disposition-là. Parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens dans la mesure où, même s'il faut copier ce qui se passe ailleurs, il faudrait le copier de la manière la plus intelligente. Il faudrait copier de la manière... Ça n'avantage personne. Aujourd'hui, cette même disposition autorise à un policier de vivre en concubinage avec une personne. Vous êtes policier, vous pouvez vivre très bien en concubinage, eh bien, vous ne serez jamais sanctionné. Mais cette même policier, s'il veut marier, eh bien, il faudrait avoir requis l'avis de son chef hiérarchique. Mais ça n'a pas de sens. Imaginez un seul instant que si, moi, avec mon chef hiérarchique, on entretient des relations un peu tumultueuses, ou bien on discute avec lui-même, la dame là, est-ce qu'il peut me donner un avis favorable pour que je puisse marier cette dame? C'est une hypothèse.
Et ça ne peut pas être exclu. Si je discute avec mon chef une femme, eh bien, il ne peut pas me donner l'avis, naturellement. Donc, j'ai demandé tout simplement, j'ai plaidé à ce que cette disposition soit tout simplement retirée parce que, n'oublions pas, nous sommes une société à 90% religieux au Tchad. Nous sommes soit catholiques, soit protestants, soit musulmans. Eh bien, si on encourage le concubinage et on serre le boulon pour le mariage, eh bien, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Autant dire que si on se permet d'autoriser à un policier de vivre en concubinage avec un ou une policière, autant dire que même s'il faut divorcer, eh bien, il faudrait requérir l'avis de votre chef hiérarchique, même s'il faut divorcer. Mais pourquoi quand on parle de divorce, eh bien, on ne doit pas avoir l'avis de... Mais les éléments de réponse apportés par le ministre étaient beaucoup plus d'ordre sécuritaire, parce qu'aujourd'hui, moi, étant policier, je ne dois pas me marier à une étrangère. Mais vous ne pouvez pas se marier à une étrangère. Le ministre a insisté particulièrement sur des questions sécuritaires. Le secret d'État. Naturellement. Oui. Vous ne pouvez pas se marier avec une étrangère. Mais est-ce que la loi vous interdit de vivre en concubinage avec cette étrangère-là? Pas du tout. Où est la différence entre vivre en concubinage et être marié? C'est juste le formalisme. C'est juste le formalisme. Mais si ce formalisme-là, on l'exclut à une personne et on l'autorise à l'autre, mais cela n'a pas de sens. Qu'est-ce qui dit que quand on vit en concubinage, ma partenaire ne peut pas dévoiler le secret? Qu'est-ce qui dit que je ne peux pas lui confier certains secrets d'État? Rien. Mais qu'est-ce qui dit que quand on se marie avec une policière, je veux lui donner tous les secrets? Rien du tout, rien aussi. Donc, quand on est rigide, eh bien, il faut être rigide jusqu'au bout. On interdit même le concubinage. Mais quand on autorise le concubinage et qu'on interdit le mariage, eh bien, cela n'a pas de sens. Aussi, la loi interdit à la police le droit de syndiquer. Moi, je suis contre cette disposition-là aussi. Vous savez, une loi, ça c'est une loi, alors que le droit syndical, c'est un droit constitutionnel. Vous voyez, non? C'est un droit constitutionnel et c'est consacré par les textes internationaux. Une loi ne peut pas être en contradiction avec la Constitution, naturellement. Si la Constitution donne le droit de se syndiquer, donne le droit de gréver, eh bien une loi ne peut pas le contredire. Nous sommes dans la pyramide de normes. La norme inférieure est tenue de respecter la norme supérieure. C'est aussi simple que cela. Et surtout que je ne vais pas entrer dans de théories purement juridiques. Le Tchad a adopté un système qu'on appelle monisme avec primauté du droit international. Monisme avec primauté du droit international. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que quand on prend l'ordre juridique national et quand on prend l'ordre juridique international, eh bien, l'ordre juridique international a une valeur supérieure à notre ordre juridique interne. Cela suppose que le droit syndical, le droit de grève est consacré par le droit international. Ce qui suppose que notre droit interne ne peut pas entrer en contradiction avec le droit international. Donc cette disposition va à l'encontre de notre droit interne même par rapport à l'égard de notre Constitution, parce que, je l'ai dit tantôt, le droit de grève, le droit de syndiquer, c'est un droit constitutionnel. N'est-ce pas? Alors qu'une loi ne peut pas contredire une constitution. Mais c'est des paramilitaires, monsieur le conseiller. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Sous d'autres cieux, les paramilitaires ont des syndicats. Après le cas de la France, les policiers se syndiquent. Les policiers entrent en grève. Et cela n'a jamais remis en cause leur sécurité. Mais pourquoi pas chez nous? Si en France, sous d'autres cieux, les paramilitaires ont le droit de se syndiquer, ont le droit de gréver, eh bien, leur sécurité n'a jamais été remise en cause. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple au-delà de la France, ou en Afrique particulièrement, où les policiers ont droit aussi à la grève? Un exemple palpable en Afrique, pas en France. En Afrique, je peux prendre l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, eh bien, les policiers peuvent se syndiquer, ils peuvent gréver. C'est un exemple. Oui, peut-être une dernière question, monsieur le conseiller. Pour rappel, par décision, le directeur général de la police nationale a opéré une grande mutation au niveau de la police nationale. Il y a eu des affectations. Mais malheureusement, sur le terrain, monsieur le conseiller, l'on constate que ces
policiers affectés refusent de regagner leur poste. Quand vous êtes un agent de l'État, vous avez appelé à servir, vous avez prêté serment, et quand vous affecte et que vous refusez de partir, eh bien vous avez failli à votre engagement principal. Donc naturellement, s'il y a des récalcitrants de ce genre qui existent à la police et qui ne veulent pas partir, eh bien les textes sont clairs. Soit on va les sanctionner pour abandon de poste, et on peut le radier, soit on va adopter, les sanctions disciplinaires sont là, et bien on va leur infliger tout simplement. Si aujourd'hui on dit que la police elle est en sous-effectif, et que s'il y a des policiers qui se comportent de cette façon, eh bien les responsables ne doivent même pas hésiter pour les balayer et les remplacer par d'autres personnes qui sont prêts à servir le pays là où le besoin se fait sentir. On ne peut pas être tous en N'Djamena. On ne peut pas être tous en N'Djamena. Le Tchad est vaste. Et les Tchadiens qui sont à l'intérieur du pays ont besoin aussi d'une protection. Donc un policier, digne de son nom, un professionnel, eh bien il ne doit pas chercher à savoir là où on doit l'affecter. Il est appelé à servir le pays là où le besoin se fait sentir. Voilà, tout est bien qui finit bien. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous venons de recevoir sur ce plateau conseiller Mohamed Moussine Adam. Il est président de la commission Affaires étrangères et coopération internationale. Il était question au cours de cette émission du décryptage de la loi portant réforme de la police nationale. Au revoir et à la semaine prochaine.